Salam alaikum, Mr. Khair Flaouen. Bonsoir tout le monde. Jamais une élection présidentielle n'a fait couler autant d'encre. C'est la première fois depuis l'adoption de la Constitution de 1989 qui a mis fin au régime du parti unique, en théorie mais pas dans la pratique du pouvoir. Le régime que les décideurs n'ont pas abouti à un consensus autour d'un candidat. De ce fait, l'Algérie est entrée de plein pied en zone de turbulence. La situation est grave et le risque de dérapage avec des conséquences fâcheuses pour l'unité du pays est réel. La guerre des clans a atteint son paroxysme avec les fuites organisées dans la presse concernant l'affaire Chekib Khalil et surtout les allusions à peine masquées de l'implication du frère du président. Puis la gestion médiatique de l'hospitalisation du président de la République au Val-de-Grâce, l'appel sans ambiguïté de certains cercles considérés à tort ou à raison proches du général Toufiq à l'application de l'article 88, qui signifie tout simplement la destitution de Bouteflika pour incapacité, en clair, un coup d'État médical. Il fallait s'attendre à une réplique qui n'allait pas tarder. Elle est venue du secrétaire général du FLN. Les déclarations d'Ammar Saïdani qui visent directement le patron du DRS en l'accusant d'incompétence, pour ne pas dire de complicité dans la gestion de la décennie noire. Les répliques des obligés de Toufiq via les médias interposés ont créé un climat de fin de règne. La candidature du président sortant prouve que la logique de la rupture a atteint les sommets. Certains réclament ouvertement l'intervention de la Grande Muette. La hache de guerre est déterrée. En dehors de ce derby du système, il y a une autre réalité, l'Algérie réelle, celle du peuple exclu du processus de décision, ce peuple qu'on convoque à chaque occasion pour participer et valider une parodie électorale, pour que le synode des décideurs se donne une bonne conscience. Aujourd'hui, ce peuple dit haut et fort, ça suffit, je veux le changement. C'est dans ce décor surréaliste que j'aborde les questions de la problématique du futur de l'Algérie avec mes deux invités qui, eux, depuis des années, ne cessent d'alerter l'opinion publique des conséquences de la politique subversive du système. Par leur écrit ou par leur intervention médiatique, l'actualité vient de confirmer leurs craintes. Monsieur Hossein Marti, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Abban Belid, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais bien au départ juste faire une bio express. Monsieur Hossein Marti est ingénieur de formation, ingénieur des pétroles, a participé à la création de la Société nationale des hydrocarbures Sonatrach, dont il a été le vice-président de 1972 à 1975. Conseiller du secrétaire général de l'Organisation des pays arabes, exportateur du pétrole au Koweït de 1975 à 1977, puis directeur de l'Arab Petroleum Service Company, Tripoli jusqu'en 1982. Il est aujourd'hui consultant pétrolier. Et j'ai avec nous aussi, et c'est avec un grand plaisir que je reçois le docteur Abban Belid, qui a vécu toute la guerre de la libération à Zouza, transformé en village de regroupement à partir de l'année 1957. Après des études secondaires au lycée Améroche de Tizi Ouzou, il s'inscrit à la faculté de médecine d'Alger et l'année suivante à l'Institut des études politiques. En 1975, il est docteur en médecine. La même année, il est reçu aux épreuves du DES. Il est docteur en médecine. La même année, il est reçu aux épreuves du DES de sciences politiques à la faculté de droit de Ben Aknoun. Sous l'égide du ministère de la Santé, il est envoyé en France pour se spécialiser en médecine physique de réadaptation. Après avoir gravé les échelons universitaires, il accède au grade de professeur d'université en médecine et exerce comme chef de service au CHU d'Alger Ouest durant une quinzaine d'années. Père de 5 enfants, Belid Abban vit depuis une dizaine d'années à Paris où il partage son temps entre l'écriture et l'exercice de la médecine spécialisée dans un hôpital parisien de l'assistance publique. Bonsoir. Donc,
une question pour ouvrir cette discussion à bâton rompu. Où va l'Algérie? Quels sont les scénarios possibles? L'élection est-elle juste un simulacre comme d'habitude ou il y a réellement une surprise à attendre? Certains disent que Benflis a reçu des assurances dans ce sens, sinon il aurait discrédité le processus par un retrait de sa candidature. Monsieur, je commence par Monsieur Hussein Malti. Si vous voulez, je vous dis, cette élection, c'est encore une fois un simulacre. Et je crois que tout le monde est d'accord sur le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. En ce qui concerne la candidature de Benflis, moi, mon interprétation des choses, évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais néanmoins, ce que l'on a vu, c'est que les événements se sont précipités à partir du moment où Bouteflika est venu à Paris pour se soigner, ou pour une visite de contrôle, j'en sais rien, au mois de décembre. Mais néanmoins, ce que je sais, c'est que tout le monde a pensé que c'était fini, qu'il avait refait un AVC et que celui-là allait lui être fatal. Donc, il fallait faire vite. Alors, du côté du DRS, on a déclenché leur plan B. Leur plan B, c'était Benflis. Donc, on a poussé Benflis à annoncer sa candidature, ce qu'il a fait quelques jours plus tard. Et du côté de l'autre clan, le clan de l'état-major, puisque maintenant, il n'y a pas que le clan du président, mais il y a aussi, quand même à l'intérieur de l'armée, il y a au moins 2 clans. Du côté de l'état-major, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de se placer et de dégommer Taoufir, si possible. Et par conséquent, pour en revenir à Benflis, ensuite, il y a eu un accord qui s'est fait au niveau du sommet du pouvoir, et tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que Bouteflika devait rempiler. Mais Benflis, c'était trop tard. Il avait avancé sa candidature. Faire marche arrière à ce moment-là, ça aurait démontré clairement qu'il y avait une manipulation. Donc on le laisse continuer à... En tout cas, c'est mon interprétation. On le laisse aller jusqu'au bout. Bon, peut-être qu'on va lui donner, je ne sais pas, un 10% ou un 15% pour le récompenser pour les efforts qu'il aura fait. Mais enfin, ceci n'est pas tellement important, parce que finalement, quoi qu'il arrive, Bouteflika est réélu d'ores et déjà. C'est qu'est-ce qui va se passer après. C'est ça qui est le plus grave. Alors, on va peut-être en parler plus tard, mais enfin, Bien sûr. Moi je suis pessimiste, en tout cas pour l'avenir, mais enfin, on en Et parlera. pour vous, Monsieur Abban? Tout à l'heure, en introduisant un petit peu le débat, vous avez dit que pour la première fois dans l'histoire du pays, il n'y a pas de consensus. Comme si on pouvait regretter qu'il n'y ait plus de consensus. Or, si on prend les choses dans l'absolu, c'est tant mieux qu'il n'y ait pas de consensus. Le seul véritable problème, c'est que s'il n'y a pas de consensus, est-ce que les choses vont se dérouler de la manière la plus régulière? Parce qu'en fait, en démocratie, il n'y a pas de consensus sur un candidat ou sur un autre, à part les consensus que l'on fait dans les partis politiques. Bien sûr. Or ici, dans un système comme le nôtre, il y a toujours eu un consensus, et ce consensus, c'est ce qu'on appelle consensus de système. Ce consensus de système, il dure depuis la période révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est toujours l'armée qui est, j'allais dire, l'axe central de ce système, qui va mettre en avant des candidats comme des pouvoirs politiques, soit d'abord comme candidats dans l'Algérie post-coloniale, soit des pouvoirs désignés ou cooptés par les cercles militaires. Donc, d'une certaine façon, le fait qu'il n'y ait pas consensus pour la première fois dans ce pays, c'est une très bonne chose. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui décide qu'il y ait plusieurs centres de décision. La seule véritable problématique, que tu as évoquée d'ailleurs, c'est le problème de la régularité du scrutin. Or, on sait maintenant qu'il n'y a pas eu une seule élection, à part celle de 1992, qui a été une élection régulière. Si on revient maintenant à la candidature de Benflis, et je pense que Benflis a eu, ce consensus au sein des cercles militaires, tant que bien entendu, les choses n'étaient pas aussi bipolarisées. Donc, concernant Benflis, est-ce que sa candidature, parce qu'on a vu qu'il a poussé au maximum l'annonce de sa candidature, alors que tout le monde
savait qu'il consultait, qu'il a visité beaucoup de wilayas, il a vu beaucoup de monde, et qu'il a laissé jusqu'à la fameuse conférence où il annonce sa candidature. Est-ce que ce n'est pas l'assurance que cette élection ira jusqu'au bout et en même temps les règles seront respectées? Je pense que la bipolarisation entre les différents clans de l'armée était arrivée à un degré très important. J'allais dire même à un degré extrême. Donc on peut supposer que chacun ait affûté son plan et préparé un candidat. Et je pense que, j'allais dire, certaines franges de l'armée, le noyau dur de l'armée, a préparé son candidat a donné son soutien, en tout cas, au candidat Ali Belflis. Et Ali Belflis, déjà au mois de septembre, Ali Belflis était fin prêt pour partir à l'élection présidentielle. Ce n'est pas quelque chose qui s'est décidé tardivement. Et Ali Belflis, il part non pas avec l'idée de faire de la figuration, mais avec l'idée de gagner. Et il est sûr de gagner. Et c'est ça qui va poser problème par la suite, parce que, ça je l'ai entendu, il va aller jusqu'au blocage institutionnel, et m'a-t-on dit, jusqu'au blocage institutionnel à l'Ivoirienne. Et voilà la situation où se présente le pays. Donc si on n'a pas de garantie que les élections vont se dérouler dans la plus grande des transparences, on peut s'acheminer vers une situation critique, une crise politique, et peut-être même un peu plus. C'est ça le véritable problème. Y a-t-il une rupture réelle au sein du système, ou on est en train de vivre une énième crise qui se termine au soir de la proclamation du vainqueur? Non, la crise est sérieuse. La crise est à l'intérieur de l'armée. Elle n'est pas uniquement au niveau du système, elle est à l'intérieur de l'armée. Il faut bien se souvenir de ce qui s'est passé à Tigenturin. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois que l'on touche aux installations pétrolières, qu'il y a eu une attaque qui a été menée sur les installations pétrolières. N'oubliez pas qu'une semaine après, le Cameron était à Alger. Il est venu demander des comptes. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous qu'est-ce que vous avez fait. Dites-nous comment ça s'est passé. Et ils ont mené leur enquête et ils ont exigé que des sanctions soient prises et que, parce que pour eux, c'est extrêmement important. La présence des États-Unis et bien sûr de ses alliés, les Britanniques entre autres, dans la région, c'est uniquement le pétrole qui justifie la présence des États-Unis dans le Sahel. Ce n'est pas l'AQMI, ce n'est pas les enlèvements, etc. Tout ça, ils s'en fichent. Et autour du Sahel, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a le Cameroun, il y a la Libye, il y a l'Algérie. Il n'y a que du pétrole par là. Et ce sont que des compagnies américaines qui sont prêtes, qui sont là. Donc, cette attaque a touché quelque chose d'extrêmement sensible. Et ils sont venus le dire au gouvernement algérien, leur dire, ça suffit, le pétrole, on ne s'amuse pas avec. Si vous êtes ou complice ou incompétent. Alors, quelle que soit la raison, il faut que vous fassiez du ménage dans vos rangs. Alors, à partir de là, il faut savoir aussi comment les choses se sont déroulées. Je vous invite à lire des papiers qui ont été publiés par des officiers de l'armée qui ont raconté comment les choses se sont passées. Ils en sont arrivés aux armes. Hein? Les gens qui étaient sur place, parce qu'après l'attaque, qui est-ce qui a pris les choses en main? Ce sont les unités sur place, les unités de la 6e région militaire. Et 24 heures ou 48 heures après, ont débarqué d'Alger les unités spéciales de lutte contre le terrorisme avec comment s'appelle-t-il le général Hassan. Non. Tartak à leur tête, et qui leur dit dégagez, vous êtes des incapables, ça c'est à nous à prendre les choses en main. Alors, n'oubliez pas également que depuis 1990, le DRS dirige tout. Alors, au sein de l'armée, ils en avaient jusque-là. Ils ont un ras-le-bol et par conséquent, ils cherchent tout simplement à se venger de Taoufir. Alors, l'occasion, c'était le moment où ça a explosé, c'était l'élection présidentielle. Et comme je dis, l'élément déclenchant, c'est la présence de Bouteflika dans un hôpital. Ils ont dit maintenant, si on laisse passer l'occasion, c'est fini. Taoufir va s'installer à nouveau, va installer son candidat, et nous, on est complètement liquidés. C'est ça qui a... Alors, moi, je ne crois pas du tout à la théorie comme quoi Benflis s'est présenté étant convaincu qu'il allait gagner, qu'il allait procéder à un blocage. Non. Ils l'ont lancé
Mais bon, et vous verrez que les choses, ils se sont mis d'accord. Pourquoi les choses se sont calmées tout d'un coup? Comment ça? Comment ça se fait? Alors que il y avait des invectives des deux côtés, et puis hop, tout d'un coup, les choses se sont calmées. Et comment se fait-il que Bouteflika, tout d'un coup, dit « Ah, le DRS a toujours fait du bon boulot, l'unité de l'armée, il ne faut pas y toucher, je ne permets à aucun responsable, quel que soit son niveau, de porter atteinte à l'unité de l'armée, etc. etc. » C'est son gars qui a parlé, hein, c'est son homme qui a parlé. Non, il y a eu un accord, et bon, cet accord va tenir jusqu'au moment où il faudra penser à la solution de rechange. Et la solution de rechange, elle va commencer à apparaître avec le choix du vice-président. Et c'est là que les choses vont reprendre. Donc vous pensez réellement que l'affaire de Tigran Tourin, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, et que les chefs de l'armée qui n'ont rien à voir avec le DRS, c'est-à-dire eux, ils ont profité de cette occasion, vu la pression des pays occidentaux, notamment le Japon, la Norvège et les Anglais, et surtout les Américains, ils ont profité de l'occasion pour, je dirais, mettre hors jeu ou un petit peu enlever la mainmise du DRS sur le tout sécuritaire, toute la structure militaire en Algérie. Parce que, comme vous venez juste à l'instant de le dire, ce qui s'est passé au moment de l'attaque de Tigran Tourin, c'est le général Kamal Abdelzak qui a pris en charge, qui est chef de région, qui a pris en charge les opérations. Et paraît-il, il était mis hors jeu, hors circuit, par Tartak et Général Hassan. Donc, moi je vais juste dire, est-ce que l'affaire de Tigran Tourin, c'est elle qui est derrière le limogeage du Général Hassan, qui est quand même accusé, et on a vu ça de la première fois dans les journaux algériens comme Al-Khabar, Al-Watan et autres, comme quoi il est accusé de constitution de groupes armés, groupes terroristes, et qui est atteinte à la sécurité de l'État. On apprend aussi le limogeage de colonel Fouzi qui s'occupait de la presse. On apprend le limogeage de Djebbar Mhenna qui était le numéro 2 pratiquement du DRS. Et que à partir de là, il y a quelques jours, vous avez dit que la guerre un petit peu s'est calmée. On sait qu'il y a des informations que Djebbar Mhenna, il était privé de sortie du territoire. Donc, est-ce que c'est réellement, il y a une accalmie ou il y a ce truc L'affaire de Tigran Tourin, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il n'y a pas que ça. N'oubliez pas, 1990, Toufik est nommé patron du DRS. 1992, il est la cheville ouvrière du coup d'État contre Chadli. 1992, l'assassinat de Boudiaf, c'est le DRS qui l'a organisé. 1996-97, ils se mettent à négocier avec l'AIS au moment où le président est en train de négocier avec le fils et finalement, ils imposent au président leur solution, c'est-à-dire l'accord avec l'AIS et ils obligent donc le Zeroual à démissionner. 1999, c'est eux qui ramènent, enfin c'est l'armée Belkhair en réalité qui a ramené le Bouteflika, mais qui est-ce qui a agi derrière? Qui est-ce qui a dit aux 6 autres candidats de se retirer à la dernière minute? C'est le DRS qui leur a fait comprendre que les dés étaient pipés, que les jeux étaient faits. De 2004, c'est le DRS qui l'emporte face à l'Amarik qui lui soutenait Benflis. 2008, c'est le DRS qui permet à Bouteflika de violer la Constitution. Donc le DRS est présent tout le temps, tout le temps. Et petit à petit, il a pris et le DRS non seulement domine toute l'armée, domine la présidence, c'est le patron du DRS qui est le véritable président de la République et c'est lui le véritable chef des armées. Alors, au sein de l'armée, ils en avaient marre. Il y a eu un moment où il y a eu cette goutte qui a fait déborder le vase. Maintenant, tu viens te mêler même de nos affaires locales. C'est à nous à prendre les choses en main. Bon, c'est tout. Ils se sont révoltés. Maintenant, comment expliquer ce qui s'est passé par la suite? Bon, ben, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Bon, ben, on sort tous les dossiers. Hassan, il a tel dossier. Djebbar, il a tel dossier, etc. Bon, ça, c'est les jeux binatomes qui continuent, c'est tout. Monsieur Abben, votre lecture, vous, en sachant que... On peut voir effectivement ce type de schéma au début de la présidence de Bouteflika. C'est-à-dire, on peut dire jusqu'à 2004. À partir de 2004, les choses ont commencé à s'inverser. J'allais dire, le haut du pavé, ce n'était plus Toufik. Bouteflika a fait tout ce qu'il a voulu.
ce qu'il a voulu, et ce n'est pas parce que Tawfiq lui a permis ou il l'a poussé, c'est parce que Tawfiq a accepté à son corps défendant. Parce qu'il y a un arbitrage supra-Bouteflika et supra-Tawfiq. Voilà. C'est-à-dire, Bouteflika, à un certain moment, il a commencé par dire au début, je ne veux pas être un 3/4 de président. Et donc, il a travaillé pour être un 4/4 de président. Et quand, en 2004, il a réclamé des observateurs internationaux parce qu'il avait peur qu'il y ait trafic électoral. Voilà, parce que lui, à l'époque, il était certain d'être élu même par la voie démocratique. Ensuite, en 2009, il a fait ce qu'il a voulu. On lui a même demandé de faire un amendement pour introduire un poste de vice-président. Il ne l'a pas fait. Donc, tout ce qu'il a fait, Bouteflika, il l'a fait de son propre chef. Le rapport s'est inversé et Bouteflika s'est constitué la force qui lui a permis de prendre l'ascendant sur le DRS, qui n'est en réalité qu'un département de l'armée, qui n'est pas une institution. On ne peut pas mettre sur le même pied un département de l'armée et la présidence de la République. Donc Bouteflika, il a pris l'ascendant progressivement et il a mis les moyens pour prendre cet ascendant. Voilà. Donc dire que c'est Tawfiq qui a tout fait, non. Jusqu'à maintenant, Tawfiq il s'est plié à tout ce qu'a voulu le président. Et c'est à son corps défendant que Bouteflika veut faire un 4e mandat. Je rappellerai juste que la tension était à son extrême lorsque le président était au Val-de-Grâce et qu'ils étaient pratiquement donnés en pâture. Il y avait des articles, des caricatures, et quand Bouteflika est revenu, il fallait qu'il prenne des mesures. Et les mesures, il les a prises dans un esprit de quitte ou double, c'est-à-dire c'est une question de vie ou de mort. Ou c'est eux, ou c'est nous. Est-ce que vous pensez pas que... Voilà. Les mesures, ça, je n'y crois pas du tout. Les mesures ont été prises une fois que Bouteflika est rentré du Val-de-Grâce. Ah ben oui, mais tout à fait, tout à fait. C'est lui qui doit signer. Tout à fait. Eh ben oui, mais bien sûr. C'est pas en l'espace de quelques jours, une fois rentré du Val-de-Grâce, que tout d'un coup, allez hop. Non, mais ils se sont concertés. D'accord. Auparavant, et qui ont été préparés avec l'accord du DRS. La force du président, c'est le stylo présidentiel. Il peut signer. Et s'il signe, j'allais dire, la mise à pied d'un général ou il relève de ses fonctions, personne ne viendra le contester. C'est ça la force du président. Mais qui lui a mis les décrets sur la table pour les signer? C'est de ça qu'il s'agit. Qui lui a mis les décrets sur la table et il a autour de lui. Il a le frère, il a le staff, il a... Est-ce que le frère ne fait pas jouer un rôle un peu plus grand que lui? C'est que le logiciel du pouvoir, Bouteflika ne l'a jamais perdu. Et la preuve, c'est la réception avec Kéry. Il a eu un discours tout à fait cohérent. Le logiciel du pouvoir, donc il est capable de prendre des grandes décisions. Et le jour où il a reçu Gaël c'est le médecin qui parle? Oui, mais bien sûr. Il y a aussi le médecin, mais il y a aussi l'analyste politique, puisque je l'ai écouté, j'ai analysé le discours. Tout ce qu'il avait dit était cohérent. Et en plus, le jour où il avait reçu pour la première fois Gaël Saleh, à son retour du Val-de-Grâce, Gaël Saleh lui présente un rapport sur la sécurité nationale, surtout la sécurité aux frontières. Et ce que Bouteflika a dit, il a dit, tous ceux qui veulent pénétrer nos frontières, qui veulent traverser nos frontières, d'où qu'ils viennent, il faut les frapper, mais il faut faire une déclaration solennelle. Ça veut dire que le logiciel du pouvoir était toujours présent dans sa tête. Maintenant, effectivement, on ne travaille pas tout seul. Le stylo présidentiel, c'est l'ultime étape pour mettre à pied quelqu'un ou pour le relever de ses fonctions. Monsieur Marti, le rôle de Saïd Bouteflika dans tout ça, est-ce que ce rôle est fantasmé, je dirais amplifié, ou comme le veut la Vox Populi, ou c'est réellement quelqu'un qui a pris les choses en main au sein de la présidence? Saïd Bouteflika a pris les finances en main. Saïd Bouteflika domine tout le monde des affaires en Algérie. C'est lui le véritable patron des grands hommes d'affaires algériens. C'est lui qui tient, et c'est ça sa force. Sa force, elle est là. Sa force, elle n'est ni dans l'armée, ni dans mais il détient les leviers du pouvoir sur le plan financier. Et avec ça, évidemment, la preuve. Actuellement, il fait voter le FCE, comme ça, alors qu'il y a beaucoup d'opposition. Tout le monde est obligé de se soumettre, parce que derrière, il y a les menaces, les contrôles financiers, les contrôles sur les impôts payés et pas payés, etc. Il peut mettre à plat n'importe lequel des grands... C'est ça le rôle de Saïd Bouteflika. Évidemment,
il aurait bien aimé avoir plus que ça, mais il n'a pas plus que ça. Il n'a pas de pouvoir sur l'armée, ça. Moi, je ne le vois pas du tout. Donc vous ne voyez pas une mainmise de Saïd sur l'armée comme Ah non, pas du tout. certains essaient de nous faire croire que c'est Saïd qui est en train de faire presque faire bouger la marionnette qui veut nous présenter du chef de l'état-major Gaït Salah. On a vu par exemple les articles d'une violence inouïe de général Ben Hadid à l'égard du chef de l'état-major et le clan présidentiel. Et d'ailleurs, même dans cet article, en filigrane, il y a des menaces en disant qu'ils seront jugés tôt ou tard. Est-ce que dans cette, je dirais, cette communication, je dirais presque, elle tient de la perversité, ça veut dire les choses ne sont pas dites clairement. Ça veut dire on parle avec des allusions, on parle avec des menaces masquées, mais est-ce que la réalité, c'est pas que la candidature du président de la République à sa propre succession, malgré la maladie, malgré, je dirais, la fatigue qui est visible, qui est palpable, est-ce que c'est pas les conséquences, la peur des conséquences de l'affaire Sonatrach? Il n'y a pas que l'affaire Sonatrach, bien entendu, mais c'est pour ça que le Bouteflika se maintient. C'est pour sauver son clan, c'est pour protéger son clan, ça c'est clair, c'est net. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on veut mettre... Mais le sauver de qui? On sait qu'en Algérie, il n'y a pas de justice. La justice n'ira pas jusqu'au bout. Mais écoutez, mais demain, Bouteflika et part, s'il y a quelqu'un d'autre qui... C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est à ce moment-là que les règlements de compte démarrent, sauf si il a préparé le terrain auparavant. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on le prolonge, bien que l'on ait affaire à quelqu'un qui est incapable d'assumer la fonction présidentielle, et pour justement, en attendant de trouver cette solution qui va lui permettre à lui d'assurer ses arrières, à lui et à son clan, à ceux qui l'ont soutenu au sein de l'armée également, parce qu'il ne faut pas oublier la décennie noire, il ne faut pas oublier que parmi ces gens-là, il y en a qui ont du sang jusqu'ici, hein, et qui ont toujours cette peur du TPI, etc. Donc, il faut assurer leurs arrières. Et c'est ça la raison pour laquelle ils ont fait la paix entre eux. Ça, moi, Vous pensez réellement qu'il y a une paix aujourd'hui entre la présidence... Un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ok. Monsieur Abban, comment vous lisez-vous cette, je dirais, cascade d'articles écrits par des militaires, des anciens militaires à la retraite? J'ai cité le général Ben Hadid, je cite l'intervention du général Mjahid sur une chaîne de télévision, les articles à profusion du colonel Shafir Msbah, qui était, je pense, un analyste au DRS, il se dit à la retraite. Son dernier article ou intervention sur France 24, en tous les cas en français, il a dit quelque chose qui est un petit peu très bizarre, en essayant de vendre au camp, ce qu'on appelle les islamistes, leur dire qu'ils doivent faire, je dirais, abstraction ou oublier un éventuel jugement aux demandes de compte aux généraux qui étaient à l'origine de la tragédie, et notamment le général Toufiq. Comment vous analysez tout ce discours? Je voudrais revenir déjà sur un point à propos de Saïd. Je vous en prie, bien sûr. À propos de Saïd Bouteflika. Moi, je ne connais pas la réalité de ce qu'on peut lui reprocher sur les affaires d'argent, etc. Ça, c'est pas mon domaine. Et je peux éventuellement accuser quelqu'un quand j'ai des preuves. Il est possible, parce que c'est une tradition dans notre pays, qu'il y ait des détournements, etc. Tout ça, mais je ne sais pas, moi, la réalité de ces choses-là. Ce que je peux constater, c'est que Saïd Bouteflika, il a une fonction officielle au sein de la présidence, il est conseiller du président. D'accord ? Ensuite, c'est le seul homme en qui le président a confiance. Donc c'est l'interface obligatoire entre le président et tous les rouages de l'État, notamment de l'armée. Alors, est-ce que ça lui donne un pouvoir extraordinaire? Ça, je n'en sais rien. Donc voilà, Saïd, il tient son pouvoir du fait que c'est lui l'interface, le président a dit, le président pense que, etc. Lui suggère-t-il des mesures à prendre? Ça, Dieu seul le sait, c'est entre eux que ça se sait. Donc il faut parler sur des faits concrets, des faits avérés. La deuxième chose, c'est que
pourquoi on présente Bouteflika comme candidat dans l'état de santé où il est? Moi, j'avais écrit il n'y a pas longtemps que c'est déjà un quatrième mandat en soi dans notre pays, c'est quelque chose de déplorable. On ne fait pas 4 mandats. Et à l'âge qu'il a, c'est encore plus déplorable. Et dans l'état de santé où il est, et j'insiste aussi en précisant que le logiciel du pouvoir est toujours dans sa tête, c'est pas bien pour notre pays. Qu'il y a un homme qui a sans doute beaucoup donné pour le pays. À ce stade-là, il aurait été mieux qu'il s'arrête. Maintenant, pourquoi, effectivement, on le présente? On le présente à un 4e mandat. Il y a probablement des intérêts majeurs. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une bipolarisation extrême entre 2 clans, et c'était une question de vie ou de mort. Ou bien le clan de Bouteflika, et donc avec tous ses soutiens, sort vainqueur, et à ce moment-là, c'est comme un rideau de protection contre ceux qui veulent partir, en particulier le président, sa famille, etc. Ou bien il ne se présente pas, et alors à ce moment-là, là, il y a des gens qui vont leur demander des comptes. Et on peut parier qu'ils vont leur demander des comptes parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires de corruption qui ont été étalées sur la place publique. Voilà, ça c'est la réponse aux 2 premières questions. Concernant les retraités de l'armée, moi je ne pense pas qu'il y ait un véritable, j'allais dire, modus vivendi entre les... Je pense que les choses continuent. Il se trouve simplement que pour j'allais dire l'autre clan, le clan du DRS, il faut pour le nommer par son nom, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Là, les seules solutions, c'est éventuellement d'organiser des troubles, ce qu'on appelle des troubles organisés, qu'on voit un peu partout, parce que moi je suis persuadé que la plupart de ces troubles-là ne sont pas une génération spontanée. On sait par exemple à Ghardaya? Ghardaya, à mon avis, Ghardaya fait partie de ce qu'on appelle la stratégie de la tension dans le pays, comme ça a été le cas à l'époque pour la Kabylie, etc. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Voilà, donc pour revenir aux retraités, eh ben oui, c'est aussi une façon de prendre le problème de diverses façons. Et je remarque le dernier article de Général Mjahed, qui est d'ailleurs médecin, comme moi, a été quand même très... le général Antar a été quand même modéré. C'est essayer de replâtrer ce qui peut être replâtré. C'est-à-dire, oui, l'armée, c'est elle qui a fabriqué les présidents. Maintenant, on promet qu'à partir si tout le monde s'arrange, à partir de maintenant, l'armée n'interviendra pas. Mais est-ce que c'est pas tout simplement, vous m'excusez d'insister, hein, c'est pas une façon de dire, oh les gars, il faut un cessez-le-feu parce que c'est la demeure qui est en train de s'écouler. Lorsque je dis la demeure, c'est pas l'Algérie, hein, c'est le système. Parce que c'est des gens, ils pensent beaucoup plus au système qu'à l'Algérie. Je donne un exemple très simple. La déclaration de Ben Hadid dans les journaux, si on la compare avec la déclaration d'Abdelkader Hachani, Allah yarhamou. Abdelkader Hachani, il a fait, juste après l'arrêt du processus électoral, une déclaration, un communiqué, où il demande à l'armée de ne pas s'ingérer dans la vie politique parce que ce sera une aventure qui va avoir des conséquences assez lourdes. Il était condamné à 5 ans de prison. Monsieur Ben Hadid, il appelle les officiers à ne pas obéir à Gaïd Salah. Il appelle à une sédition. Et monsieur, il est tranquille chez lui. Il donne des leçons. Et on a l'impression, cet acharnement à vouloir sauver coûte que coûte le système, il y a quelque chose de malsain, quelque chose moi, en tant que citoyen, ça me dérange. Monsieur... Pour en revenir d'abord à Bouteflika, et en ce qui concerne son ambition à rester au pouvoir, il ne faut pas oublier que Bouteflika considérait déjà en 1978 que le trône lui revenait, que c'était quelque chose qui lui était prescrit. Il est président à vie de l'Algérie. C'est un monsieur qui a été inimaginable. Bouteflika s'imagine il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, que l'Algérie ne le vaut pas. Il est au-dessus de tout cela. Et donc son ambition a fait il veut jusqu'à présent, il veut mourir sur le pouvoir. Bouteflika a pris comme exemple Boumedienne. Pour lui, c'est son idole, Boumedienne. Il a voulu battre le record de longévité au sommet de l'État de Boumedienne.
Il a réussi il y a 6 mois ou un an à battre ce record. Maintenant, il veut imiter Boumediene, même là-dedans. C'est-à-dire mourir en poste. C'est ça, c'est ça Bouteflika. Il faut le connaître, ce bonhomme. Alors, là-dessus, se sont rajoutées, évidemment, les luttes de clans, etc., qu'il a essayé de manipuler, de la même manière qu'on a essayé également de le manipuler. Bon, et c'est ça qui constitue et la force et la faiblesse du système. C'est leur force parce qu'ils sont d'accord tous pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, et c'est maintenant leur faiblesse parce qu'il y a comme ça des clashs de temps en temps. Donc ça, c'est pour ce qui est de la survie du système. Maintenant, si l'on revient à Toufir, n'oubliez pas qu'il y a 3 mois, quand Saadani a fait sa déclaration, qu'est-ce que l'on lisait dans les journaux? Tout d'abord, tout le monde était d'accord pour dire que Toufir, ça y est, c'est terminé, il est liquidé. On a même lu 100 officiers mis à la retraite d'un seul coup, dont Toufir lui-même. On a lu que Toufir avait été limogé, etc. Bon, c'est pas des journalistes qui ont lancé ça comme ça. Bien Ce sûr. sont des fuites, on leur a dit, dites ça. Et on avait l'impression qu'effectivement, Toufir était liquidé. Et que Toufir n'avait plus que la presse entre les mains. Et effectivement, il n'avait plus que la presse à ce moment-là. Mais néanmoins, toute la presse s'est alignée et l'a défendu bec et ongle. Prenez tous les articles de tous les journaux algériens, tout le monde était pour le DRS. Et il a eu, parce que c'est un diable ce bonhomme, il a choisi un angle d'attaque en disant le DRS est parti de l'armée et ce qu'a dit Saadani porte atteinte à l'unité de l'armée. Et après ça, il a attendu 48 heures pour faire dire par la presse pourquoi Gaïd Salah ne dit rien, pourquoi se tait-il, pourquoi le chef d'état-major ne parle pas. Donc il est complice de cette atteinte à l'armée. Ensuite, le chef de l'État est responsable, c'est lui le chef des armées. Il doit intervenir. Et il a obligé, rien que par ce langage-là, bien sûr, il y a eu des contacts derrière, bien sûr qu'il y a eu des négociations pour l'accord définitif pour le 4e mandat, mais Toufir était, dès le début, était d'accord pour le 4e mandat. Mohamed, comment il s'appelle, Shafiq Mosbah l'a lui-même dit, il a écrit noir sur blanc, il a toujours été, et ça on le sait depuis toujours, qu'il était d'accord pour le 4e mandat. Il lui a joué le jeu de 2004, c'est tout. S'il n'intervient pas, ben on va pousser Benflis, on va le faire élire, c'est tout. Et il a réussi à retomber sur ses pieds. Il n'a pas été limogé, il n'a pas été dégommé. Il est toujours là. Est-ce que réellement il est là? Est-ce que réellement il est là avec les pouvoirs qu'il avait avant l'attaque de Saïdani, le limogeage de son bras droit qui est... Il a perdu de sa superbe, il a déjà longtemps, Toufir. Ça fait au moins 1 an et demi qu'il a perdu de sa superbe. Je m'excuse, je vais parler même de cela. J'ai publié une lettre que je lui ai adressée dans laquelle j'ai dit qu'il était le dieu de l'Algérie. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est lui-même. Bon. Après, ça a été repris par tous les journaux. Lisez la presse et vous voyez, quand est-ce que l'on a pu toucher à ce point-là, à ce tabou? C'est à partir de ce moment-là. Et donc, ça fait à peu près 1 an et demi qu'il a commencé à baisser. Tigen Tourine lui a donné un coup presque fatal, mais il a réussi à passer le cap de Tigen Tourine et il est toujours là. Ne vous trompez pas, il est toujours en poste et il a ses moyens d'action. Monsieur Abban. Moi, je pense que ça fait quand même bien longtemps que le président a pris l'ascendant sur les services de sécurité et que les services de sécurité ont obéi, de manière générale, ils ont obéi au président. Et que, à mon avis, c'est là que se situe, j'allais dire, le cœur du problème actuel. C'est qu'il y a probablement des choses qui ont été faites par les services de sécurité sur lesquelles le président n'est pas au courant. Et ça c'est inadmissible. Dans un système qui se voudrait démocratique, on ne peut pas, quel qu'il soit, aucune chose qui touche à la sécurité nationale ne doit être faite sans l'aval de l'autorité politique. Et je pense que ça a été rappelé, en particulier à l'affaire de Tigen Touré. On a vu d'ailleurs, tout le monde était dubitatif, pourquoi le président ne parle pas
dans l'affaire Tigenturin, alors que les chefs d'État du monde entier ont pris la Mais parole. est-ce qu'il était dans la capacité dans la capacité de Ah parler? oui, mais à l'époque, oui, bien sûr, il était dans la capacité de parler. Autre chose, donc... C'est un domaine auquel il ne touche pas, je suis désolé. Il n'intervient pas dans ce domaine-là. La sécurité nationale? Non. Ah, non, quand même. C'est pas normal. S'il n'intervient pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bien Parce sûr, qu'on a l'impression que depuis la mort de Boumediene, la sécurité a échappé à Al-Mouradia. Je parle de la sécurité elle a commencé à nationale. échapper au bout de 2 ou 3 années de Chedli. Chedli Bejdid. C'est avec la montée de l'Arbi Belkhair qui a commencé à prendre les choses en main que les choses ont évolué et que la sécurité est passée au-dessus de la responsabilité du président. Si Toufik était aussi... si le DRS, je ne parle pas de Toufik particulièrement, si le DRS était aussi puissant, jamais on n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'on puisse aller arrêter un général du DRS. Général Hassan, qu'on puisse aller le... Bien sûr. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'un général Mais du est-ce que DRS... l'arrestation, elle est due à la force d'un clan ou la dictée de puissance étrangère, comme il a dit tout à l'heure, monsieur, indirectement, il n'a pas dit la dictée, mais il a dit qu'il y a des pressions, qu'ils ont demandé des comptes. Écoutez, les compagnies pétrolières, BP et Statoil, qui gèrent, qui travaillent sur le champ de Tigenturin, Statoil a mené une enquête qui a duré 9 mois. Et ils ont créé une commission à la tête de laquelle ils ont mis l'ancien patron des services secrets. Norvégien. Donc, c'est pas de la rigolade, c'est quelqu'un d'extrêmement, personnalité extrêmement importante qu'ils ont mise à la tête de cette commission et ils ont fait une enquête très approfondie de ce qui s'est passé avant, après, etc. Et donc, ils ont constitué BP a mené son enquête, elle aussi, de son côté. Et BP a exigé, et ça... Je le sais, ça m'a été publié dans les journaux, a exigé que la sécurité des champs pétroliers ne soit pas assurée par l'armée, mais par des compagnies privées qu'ils vont, eux, amener leur compagnie à eux. Plus que ça, et personne ne dit rien, personne n'accepte. Le PDG de la Sonatrach répond en disant « Oui, là on touche à la souveraineté de l'État, mais néanmoins ils peuvent passer des accords avec des compagnies pour du consulting. » Alors vous amenez une entreprise privée pour faire du consulting, c'est-à-dire quoi? Vous allez lui demander vous allez lui demander son avis sur l'organisation de la sécurité, et c'est cet avis-là qui va être imposé aux forces algériennes. Mais la Vox Populi, disons, la rumeur qui est à Alger et ailleurs, on entend dire comme quoi Bouteflika ou un de ses proches aurait dit directement à Toufik que l'affaire Tigenturin plus l'affaire des moines, parce que lorsqu'on va dans l'ordre de la déclaration de Saïdani, c'était très subtilement, je dirais, scénarisé. Il lui dit que l'Algérie ne peut pas supporter une affaire Lockerbie 2, en allusion à l'affaire Lockerbie, la Libye et le chantage des Occidentaux sur la Libye. Paraît-il, c'est ça qui a mis un petit peu le camp du DRS sur la défensive, qu'il n'a pas pu non plus sauver le soldat Mhenna ou le soldat Shafiq Nitartag, le soldat Hassan Nitartag. Ça veut dire, à partir de là, que le général-major ou le chef de l'état-major Gaït Salah a eu les coups des franges, ça veut dire de les manger et engager des poursuites à l'égard de certains de ses officiers. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Blade? Il est certain que pour les puissances occidentales, tout ce qu'il y a de plus vital dans leurs intérêts, dans la région, c'est 2 choses en fait. C'est l'énergie et la stabilité de la fourniture en énergie, surtout dans le contexte géopolitique actuel, et la question de la lutte antiterroriste. Ça, dire simplement que c'est une affaire de pétrole, je ne suis pas d'accord. Il y a aussi l'affaire de cette fameuse guerre globale au niveau du Sahel, que les Américains sous-traitent en partie à nos services de sécurité. Et ça, il me semble que c'est un point très important.
La guerre contre le terrorisme, comme ils l'appellent les Américains, dans le Sahel, on va refaire l'historique. Comment que ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cet AQMI au sein du Sahel? C'est le GSPC algérien. N'oubliez pas que c'est ça, l'AQMI, qui tout d'un coup s'est transformé en AQMI, brusquement, et ça s'est transformé après que l'on ait découvert le cadavre d'un Yéménite ou je ne sais trop quoi dans les Aurès, qui aurait été un envoyé de Ben Laden, qui est venu prendre contact avec qui? Avec Abdelrazak El-Para, hein, personnellement, qui avait été désigné pour... Et El-Para déclare à ce moment-là, lui ou Hattab, je ne me souviens plus, qui est-ce qui a déclaré à ce moment-là allégeance à Al-Qaïda, et c'est comme ça qu'a été créé l'AQMI. N'oubliez pas qu'il y a à peine 2 ans, l'ambassadrice des États-Unis à Bamako, au Mali, qu'est-ce qu'elle a dit de Mokhtar Ben Mokhtar? Elle a dit, pour nous, c'est un... Vulgaire, trafiquant. C'est un trafiquant de drogue, de cigarettes, de je ne sais pas quoi, etc. Et nous avons des droits, nous savons tout ce qu'il fait, et donc il ne nous intéresse pas. Et on aurait pu l'attaquer, mais il ne nous intéresse pas. Sur la base de quoi dit-elle cela? N'oubliez pas que le Sahel, que toute cette affaire d'AQMI au Sahel, ça a été monté par le DRS, que l'origine de tout cela, c'est l'histoire des 32 Allemands, enfin, touristes que l'on a baladés à travers tout le Sahara, et à la tête de ce groupe, il y avait justement Abdelrazak El-Para, et c'était un film hollywoodien qui a été passé pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ils ont été libérés comme ça, mais on a fourni la Libye aux États-Unis pour dire que effectivement le Sahel est devenu une zone dangereuse. Alors ils ont lancé leur fameuse banana théorie. Al-Qaïda a été battu au Pakistan et en Afghanistan, et maintenant ils cherchent où s'installer. Ils vont s'installer dans le Sahel. Voilà toute l'histoire Mais dans cette stratégie, quel est l'intérêt de l'Algérie? L'intérêt même du DRS? L'intérêt du DRS, mais c'est ça le deal de 2001 entre Bouteflika, le DRS et George Bush. Mais c'est ça la base de tout. Au lendemain des attentats du 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Bouteflika est allé 2 fois aux États-Unis. Il a été une première fois en octobre et une deuxième fois en novembre. Et la deuxième fois, il avait été dans le cadre de la Troïka qu'ils avaient constituée en Afrique, avec le président nigérien et celui d'Afrique du Sud, dans le cadre du dialogue Afrique-États-Unis ou je ne sais trop quoi. Et c'est là qu'il y a eu ce fameux deal avec George Bush, où le DRS a fourni à la CIA, vous voulez des informations sur Al-Qaïda? Nous les avons, nous avions nos hommes qui étaient en Afghanistan, et ces gens-là, bon, ils connaissent les talibans, ils ont connu Oussama Ben Laden, ils ont connu ces hommes, ils connaissent les méthodes, et nous avons une mine d'informations sur eux. Alors, on met à votre disposition cette mine d'informations, et ce que nous exigeons de votre part, c'est votre couverture totale, et pour le président, et pour les généraux de l'armée. Chacun pour des raisons qui lui étaient propres. Les généraux, parce qu'il fallait couvrir tout ce qui s'est passé pendant la décennie noire, et lui, parce qu'il voulait, lui, jouer le rôle, il est l'équivalent comment s'appelle-t-il, le président égyptien, ou le roi d'Arabie Saoudite. Lui, il voulait jouer dans la cour des grands, lui, il va devenir le principal conseiller de George Bush. Voilà ce qu'il... Et George Bush a dit, ok, vous avez notre couverture, mais je veux le pétrole également. Et d'où la loi sur les hydrocarbures. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, c'est ça la raison fondamentale qui fait que l'Algérie, enfin, ou les services de sécurité algériens, petit à petit, se sont trouvés comme sous-traitants des États-Unis. Et qui est-ce qui intervient là-bas? Dans le Sahel, jusqu'à il y a 2 ans, c'était uniquement le DRS. Le président malien qui a été dégommé, qui a été Toumani Touré, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'AQMI, c'est le DRS. Il y a un colonel de chez lui qui s'est fait assassiner. Mais bien sûr. Il y a eu évidemment l'influence de Kadhafi qui a essayé lui aussi de prendre sa part, etc. Mais c'était le jardin privé du DRS, le Sahel.
Si on revient à la politique, disons, l'élection présidentielle, on dit qu'il y a un accord ou une trêve entre les deux clans, et voilà qu'aujourd'hui, les représentants, les 5 représentants du président de la République, qui font campagne en son nom, ils se font chasser dans toutes les villes. S'ils arrivent à faire un meeting, ils ne peuvent pas le terminer. Les salles, ils sont presque vides. Ça veut dire, on voit que la machine qui mobilisait les foules, qui mobilisait les gens autour des meetings, la machine ne travaille plus. Elle est hors service. Ben, ça prouve tout simplement que c'est bien le DRS qui manipulait toutes ces troupes. Il s'est certes retiré, il laisse probablement le laisser faire à dessein, c'est tout, pour démontrer simplement leur puissance. Pas un terrain d'entente définitif. Et bien, voilà, donc que la guerre continue, même parfois larvée, mais ça continue. Ah ben, bien sûr, le cessez-le-feu, il est... fragile, disons. Ben, bien sûr, il est fragile, mais bien entendu. Mais, si je peux me permettre de revenir sur le discours, sur la circulaire du président, pour calmer le jeu, mais ça, c'est pas parce que les choses se sont calmées, parce que de la part d'un président, chef de l'État, c'est un discours convenu. On ne peut pas faire un discours pour donner raison à un clan ou à un autre. Bien sûr. Ça, c'est quelqu'un qui veut se situer au-dessus de la mêlée, dire « al-shaitan, barkaouna ». Voilà, c'est un discours convenu de chef d'État. On va dire même responsable, parce que les choses allaient dans le mauvais sens. Quand vous avez rappelé tout à l'heure, j'allais dire les menaces à peine voilées de Hussein Ben Hadid contre Gaïd Salah, effectivement, je l'ai écrit, je lui ai dit en face. Donc, ces choses-là sont intolérables dans un système démocratique. Il a dit, mes frères d'armes m'ont demandé de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un complot, il y a quelque chose à l'intérieur de l'armée. Ce sont ses frères d'armes qui l'ont choisi, qui l'ont demandé de parler. Donc ces frères d'armes se sont constitués en un groupe. C'est ce qu'il laisse entendre à travers ça. Il y a quelque chose, il y a une rébellion, il y a un mouvement à l'intérieur. Il y a un mouvement. Revenons juste à l'élection présidentielle et essayons de se situer le soir, 20h, le 17. On imagine qu'au 20h, on déclare la victoire de Bouteflika. Quelle est la réaction? On a vu tous, on a constaté que la campagne électorale, c'était un échec abyssal, c'est quelque chose de, je dirais, presque ébuesque, c'est du vaudeville algérien. On a vu la fameuse salle Harsha avec quelques femmes en train de... Ça rappelait même une scène kadhafienne, hein, où c'est-à-dire la musique à fond, des jeunes filles, des femmes en train de danser dans une salle quasi vide. Imaginons un seul instant, on proclame, comme le prévoit M. Hussein Marti, la victoire du président de la République. Quelle sera la réaction de Ben Fliss? Que je signale juste qu'il a dit, n'attendez pas de moi d'appeler les gens à manifester, ça il l'a dit sur France 24, mais de l'autre côté, il laisse entendre qu'il veut aller jusqu'au bout et faire créer une situation à l'ivoirienne, comme il a signalé tout à l'heure mon ami Abab Belhaïd. Donc, quel est le scénario? Quelle sera la réaction de Ben Fliss réellement? Et comment on imagine aussi ce front qui s'est constitué des boycotteurs, le Nahda, l'RCD, qui eux appellent au boycott, et surtout après le FFS qui est dans une position plus ou moins ambiguë, on n'appelle pas au vote, on n'appelle pas au boycott, et on est là, on tient dans la baguette du milieu. Donc, comment vous imaginez? On peut s'imaginer déjà ce qui peut se passer à la lumière de ce qui s'est déjà passé, ce qui va se passer à la lumière de ce qui s'est passé. Nous avons vu une campagne extrêmement violente. C'est quelque chose qui est incompatible avec l'exercice démocratique normal. Et ça, malheureusement, ce sont des choses que nous avons héritées de notre passé lointain, du passé mouvement national. C'est le dra'. C'est le quwa, c'est l'utilisation de la force, c'est le rapport de force. Ça s'est cristallisé en 1957 lorsqu'on a répudié la primauté du politique
pour mettre la primauté pratiquement du militaire. C'est-à-dire une règle a été établie pour que c'est celui qui détient la force qui prend le pouvoir. Et cette règle-là, une fois qu'elle a été établie, elle s'est retournée contre ceux qui l'ont établie, à savoir ce fameux trio des 3B. Et ça a continué comme ça. Donc chez nous, c'est jusqu'à maintenant, c'est toujours une question de rapport de force, même quelquefois un rapport de force physique. Et c'est ce que nous avons vu pendant la campagne électorale. Et malheureusement, ce qu'on va voir au soir du 17 avril, c'est qu'il y aura un vainqueur qui sera proclamé par l'establishment. Il va y avoir un candidat qui va contester les résultats. Alors, est-ce qu'il s'agira d'une contestation juridique, une contestation verbale, ou il y aura une contestation, j'allais dire, physique, avec des manifestations dans la rue, avec risque de débordement? C'est malheureusement ce que je crains. Voilà. Donc il me semble que ce sera le scénario le plus probable. Même si c'est un petit peu alarmiste, et ce n'est pas le scénario que nous souhaitons. Bien sûr, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ce soir-là. Ce que je sais, c'est que Kerry est passé il y a 3 ou 4 jours à Alger et il a déjà donné le blanc-seing à l'avance. Il a déjà dit que, en se rétractant un petit peu, il y a eu un communiqué comme quoi on s'est trompé dans la traduction. Ça, même s'ils se sont trompés dans la traduction, néanmoins, il a dit nous allons continuer à discuter avec le candidat choisi, etc. Ça veut dire que votre système est bon, il permet de choisir normalement, c'est un système démocratique qui va choisir un président normalement. C'est ça ce que ça veut dire dans le langage Bon, donc son blanc-seing, il l'a déjà donné et par conséquent, Bouteflika sera élu. Maintenant, comment va réagir? J'aimerais bien vous interrompre par rapport à Kerry. Vous, homme qui a travaillé dans l'énergie toute sa vie, je dirais, est-ce que la visite de Kerry, qui était décidée par ce qui se passe autour, ça veut dire la crise en Ukraine, la Russie c'est un des premiers pays producteurs du gaz, et qu'à tout moment, il risque de fermer le robinet. L'Algérie, ça reste un des, fournisseurs le plus proche pour l'Europe. Est-ce que sa visite, qui coïncide avec la visite du Tamim Thani, l'émir du Qatar, qui est aussi un pays qui vit sur le gaz, est-ce que c'est pas aussi venir dire aux Algériens qu'on a besoin de vous et vous devez vous assurer? Surtout ça, que ça n'a absolument rien à voir avec l'élection présidentielle. Non. La date a certainement rien à voir avec l'élection présidentielle. Parce qu'il aurait très bien pu décaler son voyage d'une semaine. Les États-Unis savent très bien, leur ambassade à Alger sait très bien quelles sont toutes les contingences de la scène politique algérienne. Et par conséquent, néanmoins, il est venu juste à temps pour d'abord donner son blanc-seing. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a parlé du gaz. Ça, et il a demandé justement, et je pense qu'on a dû lui faire des promesses, comme quoi on pourrait aider les Européens s'il le faut. Alors, comment vont-ils gérer leurs affaires avec les Russes? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'ils sont pris là entre deux feux. Parce que la déclaration là, du chef de la diplomatie russe à Tunis, en mettant en garde la Tunisie, puis dire l'Algérie, il ne faut pas toucher. On ne sait pas si c'est la déclaration elle est faite dans un sens comme quoi la stabilité de l'Algérie qu'il ne faut pas toucher, ou qu'il ne faut pas faire pression sur l'Algérie par rapport au gaz. On n'arrive pas trop à lire dans cette déclaration, mais de l'autre côté, on a l'impression que les Américains, ils sont toujours accommodés du système qui existe, qu'ils soient en Arabie Saoudite, dans les pays de Golfe ou en Algérie. La démocratie, c'est le dernier de leurs soucis. Ils ont des intérêts stratégiques, ils doivent les défendre. La lutte contre le terrorisme, le gaz et le pétrole, et point barre. On revient juste à la situation politique, donc je vous laisse continuer votre... Juste 2 mots sur le gaz, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce n'est pas à partir du moment où on a dit demain on va commencer à donner plus de gaz à l'Europe que ça va se faire dans le... Il y a du travail de préparation, et c'est du travail qui prend des mois pour en arriver là. Par conséquent, d'ici là, comment va évoluer la crise en Ukraine, je n'en sais rien, mais peut-être que tout ça va tomber à l'eau, tous ces engagements vont disparaître. Bon, mais ça c'est
c'est une phase annexe. Maintenant, le soir des élections, moi je crois que Benflis, peut-être qu'il va protester, peut-être qu'il va, peut-être que ces hommes vont le manifester à droite à gauche, mais je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre très rapidement. Je ne sais pas de quelle force dispose réellement Benflis. Ce que je vois, c'est que tous ceux qui sont opposés à ce quatrième mandat ou ceux qui prêchent l'abstention, bon, on en entend parler, mais comme disait Staline, il y a combien de divisions derrière? Combien de divisions? C'est sur ça que je veux... Et quand vous voyez le Barakat, on en parle dans les journaux. Quand vous regardez, ils sont 150 ou 200 chars. Hein. Bon, c'est pas avec ça que l'on va faire une... D'accord. Comment vous expliquez, Monsieur Abban, cette faillite de l'opposition, qu'elle soit formelle, reconnue par le pouvoir, ou cette opposition qui est éparpillée un petit peu partout et qui n'est pas reconnue, qu'elle ne puisse pas profiter de cette faillite déclarée du système, parce qu'on a l'impression que le système a mis un genou par terre ou à terre, mais on a l'impression que l'opposition dans son ensemble, elle est aphone, on ne l'entend pas, ils n'arrivent pas à s'organiser, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour mettre un communiqué ensemble. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition est un produit du système, malheureusement. À part 2 ou 3 partis politiques qui ont une véritable autonomie, qui ont une véritable vision, ce qu'on peut appeler opposition dans notre pays, c'est l'atomisation du champ politique. C'est en fait tous ces satellites qui gravitent autour des cercles, j'allais dire, des cercles du système, en général des cercles militaires, et on sait que justement le rôle de police politique du DRS, et on ne l'a pas suffisamment souligné, a consisté à diviser tous les partis politiques, a consisté à les surveiller, a consisté à créer de l'opposition à l'opposition. Et c'est ça qui est terrible. Et on arrive à ce résultat, c'est qu'il n'y a même plus d'élite politique en mesure de reprendre le flambeau. Il n'y a pas d'élite politique en mesure de s'unir pour faire contrepoids, comme vous le disiez, au système, même dans sa phase la plus... même quand il est au creux de la vague. Effectivement. Malheureusement, on a l'impression que c'est une fatalité. Mais maintenant... vous savez, moi je dis toujours que nous avons vécu des blocages. Historiquement, notre pays a vécu des blocages. On est arrivé au milieu du XXe siècle, disons dans les années 30, avec un peuple algérien qui était complètement laminé. Il y a eu le Congrès musulman. Ensuite, il y a eu ce drame du 8 mai 1945 qui a réveillé les esprits. Après, c'est l'endormissement. 10 ans après, c'est 54. 54 et puis 60 de l'indépendance. Le système était verrouillé complètement. Évoquer simplement ta'adoudia, comme on dit, le pluralisme, c'était absolument un rêve impossible. 1988 est venu, c'est la rupture. De nouveau, peu importe d'où vient cette rupture. Eh bien, le système, on est arrivé à un moment de blocage du système, où il doit maintenant... Quand on parle de période de transition, nous sommes dans une période de transition. Par la force des choses. Nous sommes dans une période de transition historique, c'est-à-dire que c'est la fin de la légitimité révolutionnaire et c'est le début forcément de la légitimité démocratique. Parce que je pense que, peut-être aussi ça peut être le mot de la fin, la grande catastrophe qui peut nous arriver, c'est l'effondrement du marché pétrolier. Marché du gaz et du pétrole. Maintenant, les spécialistes savent très bien combien de temps ça peut durer, mais on ne sait jamais. Et c'est déjà arrivé. Monsieur. Alors imaginons comment peut-on gouverner un peuple aussi fougueux, un peuple aussi impétueux, si on ne l'a gouverné jusqu'ici que par la paix sociale à coup de millions. Monsieur Marty, vous avez parlé dans une déclaration récente d'une période de glaciation. Qu'est-ce que... on a l'impression que l'Algérie, elle est dans sa période de glaciation depuis 92. Est-ce que vous êtes en train d'imaginer un autre scénario pire que ça? Oui, parce que dans ce scénario-là, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que de 2 choses l'une. Ou, c'est ma vision des choses, hein, la tension est telle au sein de l'armée que ça peut déboucher soit sur un affrontement armé, et à ce moment-là, c'est une guerre civile, ce que évidemment je ne souhaite pas à mon pays, soit ils se mettent d'accord.
Et s'ils se mettent d'accord, ils vont se mettre d'accord pour maintenir le système en Verrouillé. place, verrouillé, avec Bouteflika comme président. C'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de parler, incapable de se mouvoir, incapable d'assumer les fonctions de président. On le voit. Enfin, sa campagne électorale, elle est menée par des sous-fifres à droite et à gauche. Et même ça. Donc, c'est ça ce que j'appelle glaciation. Que rien ne va se passer, tout sera figé et on va attendre le Messie, ce nouveau vice-président, où quelque chose arrive qui va modifier les choses. Maintenant, pour dire encore quelques mots sur l'opposition, malheureusement, effectivement, comme le disait Sibelaïd, l'opposition a été tellement fragmentée, tellement clonée qu'il n'y a plus rien. Il y a un an, il y a eu un mouvement dans le Sud, des chômeurs du Sud, etc., qui s'était constitué et qui semblait être les prémices le porteur d'un espoir. Même ça, ils ont réussi d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, est-ce qu'ils les ont infiltrés, est-ce qu'ils les ont achetés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours est-il que même ça, on n'en entend plus parler. Donc, du côté de l'opposition, je ne crois pas qu'il faille s'attendre à quoi que ce soit dans un avenir plus ou moins proche. Mais est-ce que... Maintenant, il y a un fait nouveau, à mon avis. C'est cette fameuse déclaration de Hamrouche. Bon, je ne suis pas hamrouchien, comme on dit, par conséquent, ce n'est pas pour défendre la position de Hamrouche. Mais il a dit une chose, dans quelle mesure il est bien informé, dans quelle mesure il a pesé les mots qu'il a dit, il s'est adressé aux jeunes officiers au sein de l'armée. Ça veut dire quoi, ça? Il les appelle à faire un coup d'État. Il demande à ces jeunes officiers d'intervenir, de jouer leur rôle. C'est-à-dire, tous les vieux Hadou, on les balance et vous prenez le pouvoir. C'est ça ce que ça veut dire. Mais s'il appelle les jeunes officiers à prendre le pouvoir, on va rentrer encore dans un cycle où les jeunes officiers veulent faire aussi leur fortune, faire leur réseau, faire leur truc, ils vont perdurer et ça va être une histoire ad vietnam, ça veut dire on ne va pas s'en sortir. Alors ça c'est toute une discussion que l'on peut avoir sur le rôle de l'armée, effectivement. Mais néanmoins, ce que je voulais dire par là, c'est que, évidemment, dans la mesure où ces jeunes officiers, parce que c'est ce qu'il sous-entend aussi, il sous-entend que ce seraient des gens beaucoup plus sincères, beaucoup plus instruits, beaucoup plus. C'est cela, et dévoués, qui agiraient pour l'intérêt du pays. Et si c'était vrai, si effectivement ce type d'officier existe, je suppose qu'il en existe, mais peuvent-ils intervenir? Ont-ils un porte-voix? Ont-ils la manière peuvent-ils s'exprimer? Je n'en sais rien. Mais s'ils pouvaient s'exprimer, je pense que ce serait une excellente chose, parce que de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, il n'y aura pas de solution, à mon avis, si on devait complètement oublier l'armée. L'armée devra être, d'une manière ou d'une autre, associée à... Oui, donc sur ce point-là, je suis fondamentalement en désaccord. La solution du pire serait que l'armée, des jeunes officiers, fasse encore un coup d'État dans notre pays. L'armée a géré ce pays, c'est l'armée qui a fait la politique. L'armée est corrompue par la politique jusqu'au trognon. Le vrai problème, c'est que les divisions de la société politique et de la société civile se retrouvent au sein de l'armée, et c'est malheureusement le cas en ce moment. Donc la seule solution, c'est de mettre l'armée de côté, c'est de la préserver de la chose politique et de préserver la chose politique de l'armée. C'est la solution du pire que de ramener encore des jeunes officiers pour faire un coup d'État dans notre pays. C'est en ça que je suis en total désaccord avec Mouloud Hamrouche. Est-ce que associer l'armée à une solution politique, par exemple à une plateforme, je dirais, de transition, à une conférence nationale... Mais à quel titre L'armée ne doit pas faire de la politique. Non, on n'a pas dit qu'elle doit faire la politique. L'armée, elle est garante, elle défend l'État, elle défend le territoire national. Ce sont ses fonctions constitutionnelles. Avant de venir à cette émission, j'ai regardé les missions constitutionnelles de l'armée. C'est la défense de l'État et du territoire national. Elle doit être préservée. Ça, on est d'accord. Elle doit être préservée. Et c'est le retour... C'est le retour à la souveraineté populaire. Et nous savons maintenant que cette souveraineté populaire a été de tout temps confisquée. On a écouté une vidéo il n'y a pas longtemps d'un ancien wali où toutes les élections étaient... D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut faire l'économie d'associer l'armée à un processus
politique, ça veut dire de négociation pour qu'ils puissent remettre le pouvoir aux civils. Parce Oui, qu'ils mais montrent les mains. bien entendu, si on doit inclure toute la société, y compris les syndicats, toute la société civile et pourquoi pas la société militaire. Bien sûr, mais que l'armée soit partie prenante pour imposer la démocratie, ça je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas dans ses vocations, ce n'est pas dans son esprit. Maintenant, si je peux continuer un petit peu mon idée, alors d'où peut venir le changement? C'est ça le vrai problème. Mais oui. D'où peut venir le changement? C'est que malheureusement on fait avec ce qu'il y a. Nous avons deux candidats crédibles et sérieux, c'est le président sortant et Ali Benflis, qui est un candidat sérieux, qui peut prétendre diriger ce pays. Il en a les capacités, il a le patriotisme, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, celui qui sortira vainqueur de cette élection, il faut qu'il fasse bouger le pays, et je dirais même plus qu'il ne peut plus gouverner comme on gouvernait avant. Maintenant, on parle du système du blocage, mais on a débloqué le système avant, ceux qui se souviennent, avant 1988. Il y avait un seul parti, Tawhid Saf. C'est l'unité de pensée et d'action. Or, avec le déverrouillage de 1988, nous sommes arrivés à la pluralité des partis, à la pluralité des journaux. Vous pouvez insulter qui vous voulez dans la presse. C'est un progrès considérable. Et ce qui va sortir après l'élection du 17 avril 2014, ce sera quelque chose de nouveau aussi, même si ce n'est pas un changement fondamental. Et je suggérerais même une idée. L'idée, c'est que, premièrement, il faut nommer un ministre des forces armées et de la sécurité nationale civile, qui n'a jamais touché à la chose militaire, qui doit remettre de l'ordre dans cette institution. C'est-à-dire qui doit concilier toutes les tendances de l'armée, de leur dire maintenant il n'y a qu'un seul chef, c'est moi. C'est moi le ministre de la Défense, des forces armées, et vous obéissez à moi, au président, par mon biais. La deuxième chose, il faut que les Algériens sachent qu'il y a un changement. Il faut un changement pour les Algériens. Il faut que ça se voit tout de suite. Il faut un ministère de la vie quotidienne des Algériens parce que leur vie est empoisonnée. Il faut tout de suite que les choses se voient pour que les gens adhèrent à quelque changement que ce soit, d'où qu'ils viennent, quel que soit le candidat qu'ils... À partir de là, bien entendu, les choses ne pourront jamais continuer comme avant pour la simple raison que l'argent on va commencer à compter notre argent. Ce que j'allais dire, oui. Mais bien sûr, parce que l'argent commence à manquer, il y a des gens qui sont très pauvres, il y a des gens qui sont trop riches, et ça, maintenant, il va falloir remettre ces choses-là sur la table. Il faut moraliser la vie publique, il faut mettre de la morale et de l'éthique dans la gestion des affaires de l'État. C'est Belaïd, nous sommes tous d'accord sur ce schéma. Vous allez dire que je suis un peu utopique, ça, peut-être. C'est le schéma idéal. Néanmoins, pour mettre tout ça en application, il faut un chef d'orchestre quelque part qui fasse tout ce boulot-là. Ce chef d'orchestre, vous dites, ce sera le président. Celui qui sera élu. Oui. Si on prend l'actuel, Abdelaziz Bouteflika, on a dit qu'il a éliminé le DRS. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur l'état-major, donc sur l'armée, encore une fois. Et il ne pourra pas se passer de l'armée, quel que soit le pouvoir qu'il a, même s'il élimine totalement Tafir, il aura quand même le poids de l'armée et il devra, Benflis, encore moins. Il aura encore moins de possibilités d'échapper à cette tutelle de l'armée que... Ce n'est pas une tutelle, vous dites il s'appuie, mais c'est normal, c'est institutionnel. Tout ce que le président de la République, il fait agir les appareils d'État. La police, nous avons une police puissante, 250 000 hommes, qui est tout à fait dévouée au chef de l'État. Nous avons une armée également, avec des généraux qu'il a nommés lui-même. Vous avez bien dit que l'armée était destinée à protéger le pays, les frontières. Absolument. Bon, alors on s'appuie sur mais c'est lui qui donne l'ordre. Uniquement pour défendre les frontières. C'est-à-dire si demain l'Algérie subit une attaque, à ce moment-là, oui, il fait appel à l'armée. Et l'État aussi. Mais s'il n'y a aucune attaque, si les choses se passent normalement, il n'a pas à s'appuyer particulièrement sur l'armée. Oui, mais c'est pas ça qui se passe. Oui, mais bon, si l'État est en danger, par la voie interne ou par la voie externe. L'État n'est pas en danger. Oui, non, au cas où. Il ne fait que reproduire les schémas existants. C'est un enfant du système. Tout à fait, oui. Donc, je n'attends pas qu'il fasse du neuf avec le vieux, ça c'est impossible. Mais le problème, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le système, il est, je dirais, a atteint cette crise, ça veut dire aujourd'hui, même les défenseurs les plus zélés du pouvoir, du système, disent
qu'il a atteint ses limites. Est-ce qu'il n'y aura pas, je dirais, un acquis de conscience de dire voilà, demain, on va réunir les Algériens autour d'un projet commun, une conférence nationale, pour discuter de l'avenir de l'Algérie. Aujourd'hui, l'armée algérienne, elle est épuisée par la gestion d'une dizaine d'années ou plus de troubles et du terrorisme. Il y a eu des divisions. De l'autre côté, la manne pétrolière, qui était une bénédiction pour les 15 ans du Bouteflika, mais le résultat sur le terrain n'est pas probant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens qui sont laissés pour compte, qui sont laissés à la périphérie de la consommation, du logement, du transport. Alors, à un moment donné, est-ce que le quatrième mandat, s'il s'avère qu'il va être élu, est-ce que Bouteflika demain ne va pas dire voilà, je vais sortir par la grande porte? Ce que je n'ai pas pu faire avant ou ce que je ne voulais pas faire, je vais le faire pour sortir grandi d'un exercice du pouvoir qui m'a épuisé. Donc, voilà, c'est la question qui se pose. Moi, je ne vois pas du tout Bouteflika faire ça. Bouteflika est intéressé par sa personne et uniquement sa personne. Ça, je l'ai connu personnellement. Je sais ce qu'il pense, ce gars-là. Je sais ce qu'il pense de l'Algérie, ce qu'il pense des Algériens. Mais يستاهلوش. C'est comme ça qu'il voit. Peuple médiocre. Mais non. Laissez le peuple dans sa médiocrité. Mais bien sûr, Tayyabat al-Hammam et d'autres. Alors. Monsieur Belhaïd, en tant que, je dirais, quelqu'un qui était impliqué dans la question politique, à votre manière. Donc, en tant qu'intellectuel. Intellectuel, oui. Politique, oui. Comment vous envisagez cette atomisation de l'opposition, c'est ce campement doctrinal, je dirais dogmatique de certains sur des positions qui sont devenues archaïques, vu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Algérie, vu ce qui s'est passé en Égypte, vu ce qui se passe en Tunisie. Est-ce que nous, les Algériens, on va rester à la périphérie de l'histoire et à la périphérie de la géographie? Non, je ne le crois pas, puisque du reste, les esprits ont commencé à évoluer dans ce domaine. J'allais dire, il y a une formule comment prononcer il n'y a pas longtemps à Alger du reste. Il y en a qui doivent mettre un petit peu d'eau dans leur vin, et il y en a qui doivent mettre un petit peu de vin dans leur eau. Voilà. Donc, maintenant, il faut le dire, il faut que les extrêmes puissent échanger. Même si ce sont des points de vue extrêmes, c'est la seule façon de faire évoluer un pays, parce que la seule façon de faire du progrès social, la seule façon de faire du progrès tout court, c'est la démocratie. C'est le débat, c'est l'échange. Sans la démocratie, il n'y a pas de progrès social. On ne peut pas aller vers le progrès social. Qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions qui viennent de plusieurs mouvements, partis, de parler d'une période de transition? Il y a les islamistes du fils qui sont acquis. Mes amis de Rachad, ils ont fait une proposition dans ce sens-là. On voit que le FFS appelle à une conférence de consensus. D'autres mouvements qui appellent à la transition. Est-ce que l'idée n'est pas en train de mûrir? Et quels sont, je dirais, les moyens de réunir faire la synergie de tous ces moyens pour arriver à une conférence genre, je dirais, Saint-Egidio, un contrat de Rome ou un contrat national de consensus? Moi, je suis personnellement persuadé que si vous interrogez tous les Algériens, le temps j'allais dire d'une lucidité politique, tout le monde vous dira je suis persuadé que chacun voudrait qu'on s'arrête et qu'on discute. Le problème, c'est quand vous voyez des gens faire ces campagnes électorales, notamment, il faut le dire, dans le camp présidentiel, il y a une espèce d'ivresse de la victoire. On est en train de voler de manière, j'allais dire, ça plane vers la victoire. Et ça, malheureusement, ça ne donne pas beaucoup d'espoir. Il faut que les gens se disent, quel que soit le résultat de l'élection, ce sera quand même une victoire empoisonnée. Parce qu'il faut gérer l'après 17 avril, et il faut gérer ce pays dans des situations qui seront de plus en plus difficiles. Je laisse le dernier mot à vous, monsieur. Moi, je pense qu'effectivement, c'est la seule voie de sortie, parce qu'il n'y a que ça ou la violence.
Yani pour sortir de la situation de crise, c'est soit la violence, ce que personne ne voudrait voir dans ce pays, ou une certaine négociation, un certain accord, un certain consensus qui doit se faire à l'intérieur de toute la société. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'armée, tout simplement parce que l'armée est là. Elle est là depuis 1962. Et vous ne pouvez pas, par un trait de crayon, dire il n'y a plus d'armée, c'est fini. L'idéal, ce serait effectivement de se comporter comme tous les pays démocratiques où il y a une discussion, il y a une opposition, il y a un pouvoir, etc. Et l'armée sert à défendre les intérêts du pays. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça dans nos pays. Et dans tous les pays sous-développés, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Sur ces paroles sensées, je clôt ce débat, mais il reste toujours ouvert pour un futur proche. C'était un grand plaisir de recevoir Houssine Maltais, que je présente son livre « L'histoire secrète du pétrole algérien », l'édition La Découverte, et aussi le docteur Bel'id Abban, avec son livre « Résistance algérienne, Abban Ramdan et les fusils de la rébellion », édition Casbah. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci. Bonsoir, merci. Shukran.